Bonjour à toutes et à tous, je suis Louis Barrault et je travaille depuis plusieurs années sur les modèles agricoles et alimentaires régénératifs en accompagnant des collectifs d'agriculteurs, des marques engagées et des territoires dans la transition. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire dans le cadre du programme Les itinéraires bio-régénératifs. Alors ce webinaire, c'est le premier rendez-vous d'un programme impulsé par des marques impliquées dans le développement de filières bio et en agriculture régénératrice des sols et des écosystèmes. Et donc on retrouve OE, qui est une marque de vin engagée, qui soutient ardemment le changement des pratiques des viticulteurs pour s'adapter aux grands dérèglements climatiques et environnementaux. On a OMI, qui est créateur de produits alimentaires bons pour les organismes et les écosystèmes. Et on a la distillerie Bel Air, fabricant-distributeur d'huile essentielle bio, basée dans le Gard depuis 1992. Et avec nous, on a comme partenaire technique Ecofarm. Donc, il y aura Florian et Kevin qui nous parleront d'Ecofarm. Et on reçoit le soutien de la Fondation Carasso et du Fonds de dotation Sens Plus, et ainsi que de Vers de Terre Production pour les moyens techniques où le webinaire sera en replay. Quelques mots sur les itinéraires bio-régénératifs qui sont conçus comme un programme. Donc, c'est la première édition qu'on fait cette année, qui est conçue pour soutenir et accompagner les agriculteurs indépendants impliqués dans des filières de circuits courts au sens du nombre d'intermédiaires, parce qu'on est très proche avec les marques de la production et de la distribution, qui sont des producteurs inscrits dans les territoires. Donc, pour les accompagner dans cette transition vers des pratiques régénératrices, agroécologiques, tout en valorisant ces changements. Alors, ce premier temps, cette première saison des itinéraires bio-régénératifs va servir à embarquer des agriculteurs dans cette démarche de réaliser les premiers diagnostics agronomiques et techniques et de poser les bases d'un plan de transition personnalisé pour les agriculteurs qui sont embarqués dans ce programme. Ce webinaire, donc c'est le premier d'une série. On va avoir 4 rencontres en ligne qui vont permettre de mobiliser, mais aussi de faire la pédagogie autour des enjeux pratiques et techniques de l'agriculture régénératrice, de répondre aux interrogations liées à cette transition. On a des experts qui vont venir, qui vont répondre aux questions, aux doutes, aux peurs, aux interrogations. Et puis, ça va être aussi le moment d'avoir des temps d'échange et de travail qualitatif autour de webinaires ou de temps en ligne plus participatifs autour de cas pratiques et de retours d'expérience. Je dois aussi dire que ces webinaires viennent en complément d'une phase de terrain qui va se dérouler au printemps avec les équipes d'Ecofarm qui iront chez des viticulteurs, chez des maraîchers, chez des agriculteurs de tout type. Il ne me reste plus qu'à annoncer le programme et accueillir mes invités du jour. Donc, on va commencer par une présentation, des grands enjeux de l'agriculture régénératrice, bio-régénératrice. Et donc, on accueille Florian Barrault, qui est avec nous, de Ecofarm. Ensuite, on aura un échange avec ses marques pionnières, avec Pierre Bocon-Gibaud de la distillerie Bel Air. On a Mirana Massard de OMI et Sophie Cucheval de OE, qui nous parleront de leurs engagements et de leurs intérêts à impulser ce programme. Francis Bucaille sera avec nous juste après pour nous expliquer l'importance des sols vivants dans la transition agroécologique et nous donner les grandes clés techniques, pratiques pour amorcer sa transition. Et enfin, je ferai avec Kevin Brich, qui est ici avec nous, la conclusion pour donner les perspectives sur ce programme des itinéraires bio-régénératifs. Pour démarrer, je vais passer la parole à Florian Barrault, agronome, agroécologue. Alors, tu accompagnes plus d'une centaine d'agriculteurs dans cette transition vers l'agroécologie, vers le régénératif, le biorégénératif, de cet ensemble de pratiques qui permet de produire et de régénérer les grands cycles du vivant, le carbone dans les sols, l'eau à l'échelle des parcelles et des paysages, la biodiversité, etc. Et que tout ça, c'est aussi une belle opportunité pour les agriculteurs. Alors Florian, je te laisse la parole et pour cette première présentation.
Merci Louise. Bonjour à tout le monde, hein. Merci à toutes et tous d'être présents. Donc moi j'ai le rôle d'introduire cette saison autour d'une introduction à l'agriculture régénératrice. Je vais aller sur quelques points de constat, voilà un peu de la situation de l'agriculture aujourd'hui en France. Euh, Repositionner l'agriculture régénératrice au sein de ce que c'est qu'est l'agriculture et finir par qu'est-ce qu'on peut régénérer et comment, quelle vision on peut avoir de cette agriculture-là. Donc, je vais me présenter en quelques mots rapidement parce que je vais suivre l'entièreté du processus avec vous. Donc, je suis Florian Barallon. Je suis responsable technique et scientifique d'Ecofarm. J'ai été cofondateur en 2013 du Centre de développement de l'agroécologie, dont j'ai été le directeur général pendant 3 ans. J'ai été aussi agriculteur pendant 5 ans dans l'Ain, sur une ferme de polyculture élevage, donc il y avait des fruits et des légumes, et puis on avait aussi des poules pondeuses. Tout ça en agriculture biologique. Et puis, donc, comme disait Louise, j'ai accompagné déjà un peu plus d'une centaine d'agriculteurs dans la transition, un peu sur euh, tout type de production, à la fois grande culture, viti, arbo, maraîchage aussi, principalement en France, mais aussi en Espagne. Donc voilà, j'ai conscience que j'ai une position un peu d'expert dans ces webinaires et que je préfère dire les choses avec franchise. Ça peut avoir un certain effet d'ascendant sur les personnes qui sont présentes. Donc, en toute honnêteté intellectuelle, je le reconnais et je vous invite à toujours exercer jugement et libre arbitre pour questionner ce qu'on peut vous amener en tant qu'expert. Ceci étant dit, pour démarrer, il me semble important de vous présenter quelques faits pour qu'on puisse partager une vision commune, voilà, des constats de la situation actuelle de l'agriculture. Et c'est un peu un point de départ pour démarrer la réflexion autour de l'agroécologie, pour pas être hors sol, pour pas avoir une réflexion de transition qui soit dénuée de réalité. Donc le premier point que je voulais aborder, pour pas être hors sol, c'est la question justement des sols. 2 éléments que je vous apporte. Le premier, c'est une donnée qu'a fait l'INRAE, donc qui dit que voilà, 50% de la matière organique des sols depuis l'après-guerre dans les sols agricoles français a disparu. Il y a une autre étude qui est sortie l'année dernière qui utilise un indice de dégradation des sols agricoles. Et je vous lis un extrait qui dit il a été établi qu'environ 1/10 des terres agricoles européennes sont affectées par une dégradation élevée et très élevée des sols. Voilà. Et donc, ça veut dire quand même que il peut y avoir de multiples raisons à cette dégradation, hein, bien sûr, mais les raisons sont avant tout les modes d'utilisation de ces sols agricoles. J'ai mis quelques exemples ici. En fonction, vous voyez, des zones géographiques, on n'a pas forcément les mêmes causes qui impactent les sols. Ça peut être l'érosion par l'eau, ça peut être la compaction des sols, ça peut être la pollution par les métaux lourds. Il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent être en cause sur cette dégradation des sols. En tout cas, il y a déjà un certain nombre, 10% des sols qui sont dégradés, voire très dégradés. Voilà, ça fait partie du constat. Deuxième constat autour de l'eau. Une étude de la Compagnie nationale du Rhône qui montre une réduction du débit du Rhône à horizon 2050 de moins 40% en été. Et une autre étude de l'OFB, donc je vous lis un extrait. Au terme de cette étude, il apparaît clairement une tendance à la baisse de la ressource en eau de surface et à l'aggravation des étiages sur de vastes portions du territoire. Contrairement à l'étude précédente qui datait de 2006, ce signal est maintenant statistiquement significatif. Donc ça veut dire que voilà, partout en France, on va avoir une baisse de la disponibilité de la ressource hydrique
Donc voilà, avec une situation qui petit à petit va se dégrader, notamment au moment où on en a besoin, c'est-à-dire en été. Troisième constat que je voulais vous partager, celui de la biodiversité. Alors, la photo de gauche, c'est une photo un peu représentative que j'ai voulu mettre des grands espaces de plaine qu'on peut trouver en France, notamment aussi dans le sud de la France, voilà, avec assez peu de végétation. Et ces études qui montrent que dans ces zones-là, en Europe de l'Ouest, on a jusqu'à moins 70% des insectes volants depuis 50 ans. Donc c'est autant d'alimentation qui disparaît pour les populations d'avifaune qui se sont elles aussi effondrées. Et puis à droite, vous avez une autre étude de 2019 qui parlait, donc là c'était à l'échelle mondiale, qui faisait une synthèse de nombreuses études qui montraient que plus de 30% des espèces d'insectes sont menacées d'extinction. Donc bien sûr, ces disparitions, elles sont multifactorielles, hein, il n'y a pas que l'agriculture qui est en jeu, mais la destruction généralisée des habitats et l'utilisation des produits phytosanitaires a une part importante dans ces chutes. Et dernière chose sur l'environnement, la question climatique, qui est au centre des préoccupations. Le climat change, on le voit tous, notamment dans l'agriculture, avec des sécheresses de plus en plus longues et intenses, à contrario des épisodes de pluie de plus en plus forts, des températures extrêmes, des coups de soleil sur les fruits, sur les grappes, des chutes de fruits, des gelées qui sont de plus en plus destructrices. Voilà, donc ça c'est toute une atmosphère changeante, on va dire ça comme ça. Et il y a des agroclimatologues comme Serge Jacquat qui font pas mal de pédagogie justement pour alerter sur ce sujet, pour justement faire en sorte qu'on puisse s'adapter, pour démarrer en fait une adaptation rapidement, parce que les climats se déplacent, les climats changent, et donc on est aussi en capacité aujourd'hui de se projeter sur des adaptations de culture, de modes de production, etc. Et donc la question qui se pose à nous, voilà, c'est comment on arrive à adapter ces modes de production et ces productions. Et c'est là que l'agriculture régénératrice arrive pour aborder justement aussi ces questions-là. Et je terminerai par d'autres dimensions qui sont pour moi tout aussi importantes, enfin pour nous à Ecofarm, pour avoir une agriculture durable. C'est-à-dire qu'on ne se base pas uniquement sur des constats d'ordre environnementaux, il y a aussi des constats économiques et sociaux qui sont à prendre en compte pour cette transition agricole. Donc par exemple, la question du revenu pour vivre dignement de son métier. En 2022, 26% des agriculteurs vivaient sous le seuil de pauvreté. Une taille de ferme qui a triplé en 50 ans. Et aujourd'hui, il ne reste que 380 000 agriculteurs, alors qu'ils étaient à 1,6 million il y a 50 ans, sans parler de la moyenne d'âge actuelle et voilà, des départs massifs en retraite qui s'annoncent. Et puis le dernier point que je voulais aborder, c'est aussi le mal-être dans la profession agricole, entre pression économique, isolement, perte de sens. Et selon les dernières données de 2016 de la MSA, il y avait eu 529 agriculteurs qui s'étaient suicidés cette année-là. Donc voilà, c'est une vision assez complète qu'on essaye de prendre en compte chez Ecofarm, qui englobe à la fois la dimension environnementale, la dimension économique et la dimension sociale. Il y a plein d'autres constats qu'on aurait pu faire. En 15 minutes, c'est ceux que j'ai choisi de vous présenter. Voilà. Ceci étant dit, après ces quelques constats, on peut se poser la question du petit nouveau dans le paysage de l'agriculture depuis 2020. C'est la régénération. Alors, par rapport à ce qui existe déjà, c'est un nouveau terme. Qu'est-ce que ça recoupe? Comment ça s'intègre dans les autres, par rapport aux autres dimensions agricoles déjà connues? Alors déjà, j'aimerais positionner justement cette agriculture régénératrice par rapport à un principe qui a prédominé depuis 70 ans. C'est ce que j'appelle l'agriculture extractiviste.
c'est-à-dire qui détruit les ressources, la biosphère et la ruralité pour produire notre alimentation. Donc voilà, je ne reviens pas sur les différents constats que je viens d'évoquer à l'instant, mais ça donne quand même une agriculture qui est un peu déconnectée du contexte local dans lequel elle est censée s'intégrer. Et donc l'agriculture régénératrice, elle se pose finalement en réponse à cette agriculture extractiviste. Et donc cette agriculture, elle vise à régénérer les ressources, les habitats, la société et les humains qui la font vivre. Voilà, dans un objectif, une agriculture vraiment durable, c'est-à-dire une agriculture qui maintient nos capacités de production pendant des milliers d'années en préservant la biosphère et du coup, nous qui en faisons partie. Voilà, c'est une vision qui est simplifiée pour la présentation. J'utilise trois termes quand je parle de ces agricultures, trois mots que je pense c'est important qu'on puisse les définir ensemble. Donc, on a l'agroécologie. Donc, c'est une approche qui consiste à comprendre le fonctionnement des agroécosystèmes. Donc, c'est une approche à la fois scientifique et empirique. Pour mettre en place les pratiques qui améliorent les fonctions de ces agroécosystèmes. Elle vise à accompagner l'autonomie des fermes et l'agriculteur est au centre du processus décisionnel. Et enfin, il y a une réflexion sur l'insertion territoriale des systèmes de production. Ils ne sont pas déconnectés, ce qui peut être quand on parlait d'agriculture extractiviste. L'agriculture du vivant, donc c'est un corpus de pratiques spécifiques qui se base justement sur la compréhension de l'agroécosystème, donc sur la compréhension de l'agroécologique, cette approche-là, un corpus de pratiques qui permet d'améliorer le caractère vivant des systèmes agricoles. Je ne vais pas développer ces pratiques maintenant parce que ce sera le sujet du webinaire numéro 2, donc suspense. Et enfin, l'agriculture régénératrice. On se base donc sur le terme régénérer. Donc là, régénérer, ça consiste à améliorer une situation reconnue comme dégradée. Du coup, il s'agit de savoir qu'est-ce qui est dégradé. Donc, il nous faut des indicateurs. Ensuite, il nous faut diagnostiquer la situation de départ, définir un schéma de transition et bien sûr mesurer l'avancement dans la régénération. Donc, régénérer, c'est agir. Il y a des pratiques à mettre en œuvre et c'est mesurer ce qu'on est en train d'améliorer par rapport au constat qu'on avait fait au départ. Agriculture bio là-dedans, parce qu'on est quand même dans un dispositif bio-régénératif. Alors, moi, je vais prendre cette agriculture bio dans un sens strict, au premier du terme, c'est-à-dire comme un cahier des charges qui exclut l'utilisation des produits chimiques de synthèse, d'OGM, qui valorisent le bien-être animal. Alors, on peut bien sûr évoquer plein d'autres choses dans l'agriculture biologique, mais je limite ma définition à son sens strict légal, pour pouvoir parler d'un cadre finalement dans lequel l'agriculture régénératrice doit s'exprimer. Voilà, donc en synthèse, l'agroécologique est une approche, un mode de fonctionnement de la pensée, l'agriculture du vivant qui est un corpus de pratiques, l'agriculture régénératrice qui est une démarche, et l'agriculture biologique qui est un cahier des charges. Que peut-on régénérer ? Je vais prendre quelques exemples rapidement. On va en reparler, que je fasse un grand discours là-dessus, mais donc on peut régénérer les fonctions du sol. Le sol, c'est le support de la production végétale, mais c'est aussi un habitat pour la biodiversité, un espace de stockage de carbone, un endroit où on recycle les éléments, où il y a de la régulation et une épuration de l'eau. Tout ça repose sur l'activité biologique, les matières organiques. Donc voilà, on peut régénérer les sols. On peut régénérer le climat. Par exemple, il y a une initiative qui s'appelle 4 pour 1000 qui pose comme état que si on arrive à augmenter le taux de matière organique de 4 pour 1000 chaque année, on compense les émissions de gaz à effet de serre planétaires. Un effet, on va dire, atténuation, puis un effet de réduction des dépenses énergétiques. Par exemple, on passe d'un système labour semis avec combiné herse rotative à un semis en direct strict. Donc, on passe de 50 litres hectares de consommation de carburant à 5 litres. Donc, on divise par 10 notre consommation de carburant. On a aussi le volet fertilisant, qui est un gros poste de dépenses énergétiques en agriculture. Quand on passe en fertilisant organique, on
on réduit aussi grandement sa dépense énergétique. Merci aussi l'agriculture biologique sur ce point-là. Et enfin, on peut régénérer, on peut régénérer plein d'autres choses, c'est que des exemples, mais aussi on peut régénérer le nombre de fermes pour une population d'agriculteurs, d'agricultrices nombreux et nombreuses, et un monde rural actif et vivant. Donc là, j'ai pris 3 exemples d'initiatives qui permettent justement cet axe-là. Donc Ferme Vie, par exemple, pour investir de manière citoyenne dans une ferme. Eloi qui permet de trouver des associés ou de diviser des fermes, et puis Terre de Liens qui permet une maîtrise foncière dans le temps, donc de sortir de la spéculation foncière. Voilà. J'arrive proche de ma conclusion. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qui est bien dans l'agriculture régénératrice, c'est que c'est facile à reconnaître. C'est une agriculture qui est plutôt verte. En fait, le végétal, il est au centre du système. C'est un peu la pierre angulaire d'un système régénératif. Donc, c'est assez visuel. Il y a plein d'autres choses, évidemment, qu'on peut régénérer, on l'a compris. Mais dans les champs, c'est assez visuel. Et j'aime bien aussi utiliser cette diapo pour conclure. Elle résume bien, je pense, un peu l'enjeu de ce siècle par rapport au climat, entre une agriculture qui va déstocker du carbone et une agriculture qui va, au contraire, en stocker. Voilà, c'est toujours très visuel. Et donc, voilà, ça s'appuie sur des pratiques nouvelles, des pratiques qui sont déjà connues depuis un certain temps, mais en tout cas qu'il s'agit de diffuser. Il s'agit de connaître, de maîtriser, et puis ensuite de développer, de passer à l'échelle. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci Florian. Peut-être moi j'ai une question, Florian, c'est est-ce que tu peux nous donner un exemple concret ou une expérience récente justement d'un agriculteur que tu accompagnes dans la transition et nous dire un peu les premiers facteurs en tout cas de succès, mais en tout cas d'accroche sur ces itinéraires agroécologiques ou du vivant ou régénératif. J'ai un exemple en tête d'arboriculteurs, parce que je travaille beaucoup avec eux depuis longtemps. Quand il y a un défi en fait en arboriculture, c'est quand on doit replanter voilà, sur des parcelles qui ont déjà eu un verger, peut-être même déjà eu un autre verger avant. Et il y a souvent des problématiques de sol, de maladies, et du coup de démarrage de la nouvelle production, d'un aspect voilà, vigueur, sanitaire, tout ça. Et donc le défi dans ces temps-là, c'est justement d'arriver à régénérer le sol, la fertilité du sol, avant la nouvelle plantation. Et donc aujourd'hui, en fait, on a expérimenté dans tout un tas de situations des itinéraires techniques de régénération des sols avant des plantations. Et aujourd'hui, les arboriculteurs qui replantent ont des super résultats après ces plantations-là. Donc avec des arbres qui se développent très bien, plus aucune maladie, pas de problème de nématodes, etc. Donc ça, oui, c'est dans le cas d'un itinéraire où on repart de zéro et peut-être à contrario, est-ce que la transition peut se faire aussi sur on l'évoquera, je pense, avec Francis Bucaille tout à l'heure, mais peut-être en avance sur des agriculteurs déjà installés, par exemple en vigne. Est-ce que la transition est facile ou est-ce qu'il y a des choses de manière très pratique à voir? C'est rigolo que tu utilises le mot facile. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est assez simple de se lancer. C'est assez simple de réussir, mais c'est quelque chose de complexe quand même. Parce que ça demande de maîtriser tout un tas de paramètres dans le sol, climatique, d'outils, etc., même humains avec les salariés qui sont dans les parcelles. Et donc, de mettre tout ça en regard les uns des autres pour construire des nouveaux itinéraires, c'est tout de suite un peu un défi. Mais en fait, on a déjà en fait les briques, on a déjà le mortier, on a déjà les outils. Maintenant, après, il faut pouvoir voilà, construire le mur pour qu'il puisse être solide. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le passage dans la transition, il est pas forcément extrêmement compliqué, quoi. On a à peu près aujourd'hui toutes les briques pour pouvoir y arriver.
Oui, ma question, c'était, parce que souvent, c'est des choses qui font peur, c'est de se lancer aussi parfois dans un inconnu. Et du coup, pour avoir des clés pour lever ses peurs, de dire qu'on peut le faire et comment on le fait de manière très pratique, par quoi on commence. Et voilà, donc c'était vraiment ça l'objet de ma question. Et peut-être de dire aussi que peut-être pas tout d'un coup, non, j'imagine. Est-ce que c'est d'abord des parcelles test ou, enfin bon, j'imagine que ça dépend aussi des cultures, que ce soit en vigne, en arbo, en maraîchage, mais que tu as un retour d'expérience là-dessus. Il faut une très bonne connaissance de ces sols. Moi, je remarque depuis plusieurs années que je fais des profils de sol un peu partout, c'est qu'il y a une très grande différence dans la pédologie sur une ferme. Des types de sols qui sont plus drainants à certains endroits, d'autres qui le sont moins. Des réserves utiles qui sont très différentes. Donc, en termes de gestion des couverts végétaux, ça va être quelque chose de très différent. Des taux de matière organique qui ne sont pas les mêmes. Enfin, voilà. Plein de fonctionnements de sol qui sont différents sur une même ferme. Donc, déjà, premier point, c'est le diagnostic initial. J'en ai parlé tout à l'heure, qui est un peu le point de départ. Et du coup, derrière, l'idée, c'est pas de faire, de se lancer sur toutes les parcelles d'un coup, mais vraiment de pouvoir définir un itinéraire technique test sur un bout de parcelle qu'on va suivre par rapport à un témoin pour valider des hypothèses de travail. Et au bout de 2-3 ans, une fois que ces hypothèses, on les a fait évoluer petit à petit en fonction des réussites et des échecs, et ben, une fois qu'on est sûr, on peut passer à l'échelle sur un bloc de parcelles qui se ressemble. Peut-être pour conclure ce premier échange, après on aura l'occasion de reparler ensemble et puis avec Francis Bucaille, si tu avais un message clé à passer à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la transition, qu'est-ce qu'il doit regarder en premier? Qu'est-ce qu'il doit regarder en premier? Ça, c'est une bonne question. Là, comme ça, j'aurais dit la compaction du sol, parce que c'est souvent un truc qui est pas suffisamment pris en compte dans le point de départ. C'est-à-dire on va partir sur on va faire de l'agroforesterie, on va faire des vers de terre, on va faire mais en fait si le sol est compacté, c'est le point de départ, en fait, il y a rien d'autre qui va pouvoir pousser. Et vous l'avez compris, la transition dans les pratiques agricoles, c'est une transition du végétal, et pour que le végétal y pousse, il faut que le sol il soit physiquement en bon état. Écoute, merci Florian, et ça fait une très bonne transition avec, donc, pas la présentation qui va arriver parce qu'on a un échange, mais avec Francis dans une vingtaine de minutes. Je te remercie, et maintenant je vais appeler du coup, Pierre, Mirana et Sophie. J'ai plusieurs questions à vous poser parce que je suis très curieux en fait de savoir pourquoi vous avez décidé de vous lancer sur ce programme et d'unir vos forces aussi, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce programme novateur, et d'aller directement en fait avoir quelque chose d'hyper concret pour des agriculteurs de vos filières. Donc vous allez nous dire aussi un peu comment vous organisez. Une première question pour Pierre. Alors, pourquoi avoir eu cette idée de démarrer les itinéraires bio-agroécologiques, et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que dirigeant d'une distillerie? Donc, toi, tu fais appel à des produits de PPAM, comme on dit, voilà, de senteurs. On se rend compte qu'il y a assez peu de sociétés encore qui sont construites en ayant l'impact environnemental et l'amélioration de cet impact comme vraiment un indicateur clé, quelque chose qui guide le fonctionnement de l'entreprise. J'avais trouvé assez peu de résonance, et donc ravi de rencontrer des marques comme Oué et comme Omi. Et le constat était qu'on avait des démarches de relations jusqu'aux parcelles agricoles, ce qui est vraiment rare. Généralement, l'interaction s'arrête à la porte du fournisseur. Là, nous, on va jusqu'aux parcelles agricoles, comme le cas des autres partenaires ici, et du coup, on est prescripteur, on a la possibilité d'être prescripteur des conditions de culture. Et pour en avoir la possibilité, il s'agit quand même d'être éclairé sur quels sont les enjeux d'une amélioration des conditions de culture. Celle qu'a présenté Florian aujourd'hui, la régénération des sols, c'est quelque chose qui est clé. Et pour nous, la mission de l'entreprise est de faire de l'acte d'achat et de l'acte de consommation un moteur de régénération. Donc pour pouvoir permettre cette démultiplication de l'impact, on doit s'intéresser aux conditions de culture, et donc on doit
remonter jusqu'à une amélioration. Et l'intérêt est de se serrer les coudes avec d'autres partenaires existants. On considère que c'est une démarche qui est pionnière aujourd'hui, voire mettre en commun les éléments de mesure et d'amélioration des conditions de culture qui sont, à mon sens, trop délaissés aujourd'hui dans les méga filières qui, certes, font des pas en avant, mais la consommation des produits de qualité, ce n'est pas seulement les méga filières, c'est aussi une myriade de petites et moyennes exploitations qui font vivre les territoires et qui, à elles seules, produisent des impacts et du bien commun qui vont bien au-delà du produit qui est mis sur le marché. Merci Pierre. Je vais poser la question à Sophie de OE. Vous êtes aussi une marque très engagée dès le début sur ces enjeux du coup d'accompagner la viticulture et les vignerons partenaires. Quoi les impacts que vous attendez de ce programme très concret? Concrètement, nous, ce qu'on aime bien dans la manière dont on a pensé le programme, c'est la notion de collectif. À la fois la notion de collectif, puisqu'on a 3 marques qui sont engagées dans l'agriculture biorégénérative qui le portent. Et donc ça, c'est intéressant de mêler des expertises de marques, des filières différentes, mais qui sont toutes, qui agissent tous avec une même ambition, dans une même vision. Et puis de le faire aussi à l'échelle des filières, à l'échelle des producteurs. Si on peut mettre en lien nos vignerons entre eux, mais éventuellement des vignerons avec d'autres producteurs, je trouve que c'est intéressant. Et nous, on est une marque, depuis le début, on est une marque qui travaille en agriculture biologique. On s'est toujours intéressé aux enjeux de la biodiversité, des sols, de l'eau. Et donc, c'est aussi une manière de les rendre encore plus tangibles et de les faire vivre de manière beaucoup plus concrète auprès de nos filières. Est-ce que vous voyez une demande auprès de vos vignerons partenaires de transition? Ouais, alors nous, on travaille avec des vignerons qui sont essentiellement très engagés puisqu'ils sont déjà tous en agriculture biologique. OE, c'est une marque qui est née en 2015 et on travaille maintenant depuis 2020-2021 avec Ecofarm qui propose aux vignerons volontaires de réaliser des diagnostics dans leurs parcelles de manière à pouvoir leur proposer quelques axes de travail qui paraissent les plus intéressants par rapport aux situations de chaque domaine. Et donc, le programme qu'on lance aujourd'hui, pour nous, c'est une brique de plus à cet accompagnement qu'on propose et qui permet de sensibiliser de manière encore plus large nos vignerons pour à la fois achever de convaincre ceux qui sont déjà convaincus et puis éventuellement aller chercher ceux qui sont peut-être les moins avancés sur ce process de régénération et donner le plus de billes en tout cas pour passer à l'action. Peut-être nous dire comment tu imagines, et même à Pierre aussi, je pose la question aux deux, comment vous imaginez en fait la structuration de ce programme, en tout cas cette année, première saison test, on va dire, ce premier semestre test où on met les forces en commun. Mais du coup, pour la suite, qu'est-ce que vous imaginez pour amplifier la dynamique? Je pense qu'il y a, comme on le disait, de par les partenaires du programme, il y a une notion d'intérêt général. Et donc, il y a une notion de faire connaître le programme et surtout les contenus qui vont être créés à un plus grand nombre. Et donc, j'espère que ce qu'on se dit là, avec les quelques producteurs qui sont connectés, va servir un plus grand nombre et va permettre aussi de vulgariser, sensibiliser à ce qu'on appelle l'agriculture biorégénérative, bio-agroécologique, où Florian nous a présenté les différents termes. Et je pense qu'il y a un enjeu de pouvoir concrètement accompagner un maximum de producteurs. Et puis, j'imagine à plus long terme, ce qui sera intéressant pour des marques comme les 3 nôtres, c'est d'aller parler jusqu'aux consommateurs. Avait à peu près compris ce que c'était l'agriculture biologique. On lui en rajoute une couche. Parfois, on lui parle uniquement d'agriculture régénérative sans la partie bio. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de flou pour le consommateur et peut-être de réussir à mettre en quelques mots simples, en quelques exemples illustrés dans des vignes, dans tout type d'exploitation, ce que ça veut dire réellement cette agriculture biorégénérative. Voilà, j'imagine qu'il faudra qu'on arrive à tirer le fil
jusqu'au consommateur. Un petit mot complémentaire. Effectivement, je rebondirai et compléterai ce qu'a dit Sophie. Pour moi, c'est sur la partie technique aussi, où pouvoir accompagner le plus grand nombre, c'est pouvoir mettre en commun les constats, les pistes qui sont réalisées sur ce premier tour cette année, sur ce premier semestre, de manière à pouvoir structurer un programme d'accompagnement qui aspire à faire rentrer d'autres marques et aussi d'autres exploitations agricoles, à s'impliquer d'une manière pragmatique, de manière concrète et qui soit directement applicable avec des bénéfices évidents, sans dépenses de ressources, mais plutôt simplement venant questionner le système en place. Après, bien sûr, il peut y avoir des leviers supplémentaires, mais commencer par ça, quelque chose de pragmatique, collectif et répétable. Et peut-être Mirana, tu es avec nous. Je veux bien que tu nous parles du coup à travers le prisme d'Omi. Donc je disais qu'il y a une marque engagée aussi dès sa création sur ces sujets-là aussi de construire des filières. Du coup, vous, qu'est-ce que vous attendez comme impact de ce programme, sachant que vous êtes vous aussi plus multifilières, différents produits dans votre offre? Comme vous l'avez dit, Omi, on est né avec l'ambition de développer des produits du quotidien qui prennent soin de la santé, de notre santé, mais aussi celle des écosystèmes. Et donc, on travaille derrière chacun des produits pour remonter les filières, pour aller jusqu'aux parcelles, comme Pierre l'a évoqué. Donc, en ce sens, on est hyper alignés avec OE et Daler, puisqu'on partage la même démarche. Et nous, l'ambition qu'on a, ce serait idéalement en fait de déployer à la plus grande échelle possible les pratiques régénératives, les pratiques bio-régénératives. Donc pour ça, on a besoin d'un collectif comme celui-ci, et puis on a besoin aussi de s'appuyer sur d'autres expertises. Parce qu'aujourd'hui, chez Omi, ce qu'on fait essentiellement, c'est appuyer les agriculteurs sur la partie de diagnostic, faire des états des lieux en fait de la santé de leur sol, pour ensuite construire des itinéraires adaptés à leurs problématiques. Ça, on le fait sur des filières comme le maraîchage, les grandes cultures, légumineuses, blé, tournesol. Voilà. Mais en fait, on a besoin de partenaires comme Ecofarms pour élargir un petit peu les diagnostics à d'autres critères que l'état biologique des sols, par exemple. Et comment vous voyez l'avenir du programme? C'est un peu novateur de se dire on travaille sur les itinéraires techniques et la transition très concrètement en groupe et ensemble dans l'intérêt général. En groupe, comme ça, c'est plutôt novateur pour nous. En général, on a quand même un écosystème de partenaires. On ne travaille pas seul dans notre coin, mais c'est plutôt sur les aspects techniques. On a très peu de partenariats de cette échelle, voire pas, sur des enjeux de transition avec d'autres marques, en tout cas d'autres acteurs de la distribution et de la commercialisation. Est-ce que vous voulez partager un dernier mot aux agriculteurs qui nous écoutent, avant que je passe la parole à Francis Bucaille? Moi, je veux bien. On est à notre coup d'essai. C'est la première fois qu'on lance ce programme. Et donc, on est très demandeurs, je pense, collectivement, des retours qu'ils auront et des ajustements qu'ils verront pour le programme. L'idée, c'est que ça soit vraiment à leur service. Je pense qu'on essaye d'avoir quelque chose de le plus activable possible, le plus adapté aux besoins. Et donc, je pense que c'est intéressant et important pour nous de nous nourrir aussi des retours qui seront faits. Oui, ce que tu dis, c'est qu'aussi on teste une méthode aussi qui est un peu novatrice et on la documente en direct. Et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui et qu'on sera ensemble pendant ce printemps et ce début d'été avec des rendez-vous réguliers. Voilà. Merci à vous trois. Je vais appeler Francis Bucaille. Voilà, on a la chance d'avoir Francis Bucaille avec nous, qui est là. Bonjour Francis. Bonjour Louis. Bon, présente quand même si on ne te présente plus. Voilà, agronome expert, reconnu sur les enjeux de fertilité des sols, fondateur de Gaiago, qui est une entreprise qui accompagne les agriculteurs dans la régénération des sols avec toute une batterie de solutions. Auteur aussi, donc le livre, je le cite, Revitaliser les sols, diagnostic, fertilisation, nutriprotection, paru aux éditions Duno. Voilà, je pense que le titre dit la complétude, j'aime bien ce mot, la complétude de tous les enjeux liés au sol. Et donc, on va voir avec toi justement tous ces enjeux liés, en introduction sur la question des sols et des sols vivants et les premières clés pratiques, comme on l'a vu avec Florian, comment on démarre. Mais du coup, là,
avec un focus sur les sols. Et je crois que tu as une petite présentation. Je vais dire quelques mots globaux sur l'agriculture biorégénérative, même si ça a déjà été très bien décrit par Florian. Il y a plusieurs écoles et l'agriculture biorégénérative, c'est quelque chose de plutôt abouti dans le sens où on se fixe aussi comme objectif non seulement de mettre des couverts végétaux, d'éviter le travail du sol, mais aussi de faire abstraction de la totalité ou de la quasi-totalité des molécules de synthèse. Je mettrai quand même quelques bémols sur le sujet, on va le voir un tout petit peu plus tard. Alors, premier constat, et je ne vais évidemment pas passer trop de temps dessus, mais on sait que les sols sont égratignés, sont en danger. Je refuse le mot de « les sols sont morts ». Ils sont abîmés, mais il y a malgré tout de la robustesse et de la résilience qui subsistent dans chacun des sols. Et on peut encore en tirer le meilleur à condition d'arrêter quelques erreurs et puis, bien évidemment, de leur permettre de récupérer en faisant aussi, en procédant à quelques actions positives. Les enjeux sont importants quand même parce que les sols qui sont abîmés, donc pas ceux qui sont très fortement dégradés, mais abîmés, ça représente la moitié des surfaces. Et si on transpose cela au niveau de l'Europe, ça représente quand même à peu près 80 millions d'hectares, ce qui n'est quand même pas neutre, sachant que la SAU française, nous allons arrondir les chiffres, est autour de 30 millions d'hectares. Alors les enjeux qui sont liés à la régénération de ces sols-là, ils sont vraiment très divers. Et les premiers, c'est déjà la biodiversité. On sait qu'il y a une perte colossale de biodiversité, sachant que les seuls sols représentent à eux seuls 25% de la biodiversité mondiale, ce qui est évidemment colossal. Je vais juste préciser une petite chose. On a des interactions quelquefois qui sont insoupçonnées. On vient par exemple de découvrir que la quantité de papillons présents dans les prairies, puisque c'est dans les prairies qu'on a le plus de papillons, baisse énormément. Et on pense réellement, de même que les insectes, et tout comme les abeilles, donc tous les insectes butineurs, ne trouvent plus suffisamment à manger, tout simplement parce qu'on a appris à récolter les fourrages suffisamment tôt pour qu'ils contiennent beaucoup d'énergie, donc on a de moins en moins de prairies naturelles qui vont jusqu'à la floraison. Donc les seuls pesticides ne sont pas en cause. On a quelquefois des effets insoupçonnés par des pratiques à la fois de culture mais aussi de gestion qui font qu'une partie de la biodiversité n'y retrouve plus son compte. Le deuxième volet, ce sont les rendements. On le sait maintenant, quand on raisonne sur des périodes décennales, on a des rendements qui stagnent. La France n'y échappe pas, voire qui baissent très légèrement. Donc, évidemment, c'est un sujet quand il s'agit de nourrir 8 milliards d'habitants sur la planète, peut-être bientôt 9 milliards. Et évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir des rendements qui baissent, sinon le risque, c'est d'être obligé de défricher encore plus des forêts primaires qui sont pourtant déjà bien mises à mal. Le troisième sujet, c'est l'eau. L'eau et la capacité à retenir de l'eau. Les sols sont essentiels, ils peuvent retenir selon leur nature entre 30 mm et jusqu'à 150 mm d'eau par mètre de profondeur. La perte de porosité, évidemment, va nuire automatiquement à cette capacité à stocker de l'eau. Le sujet du carbone est très médiatisé ces jours-ci, ces temps-ci. Florian a déjà évoqué l'opération 4 pour 1000, l'initiative 4 pour 1000. On sait que si théoriquement nous parvenions à restocker 4 pour 1000 de carbone dans les sols, pratiquement toutes les émissions dues aux hydrocarbures seraient absorbées instantanément.
toutes celles qui sont produites dans l'année, bien évidemment. Quelques sujets qui sont quelquefois sous-estimés à travers la santé des sols, c'est aussi la densité nutritionnelle, c'est-à-dire la capacité qu'ont les aliments à apporter aussi bien des oligo-éléments que des vitamines, que des antioxydants, bref, tout ce qui peut amener la santé chez l'animal puis chez l'homme. C'est vraiment le concept de One Health. Et puis enfin, quand on parle d'agriculture durable ou d'agriculture qui puisse durer des décennies, des siècles et des milliers d'années, eh bien, il faut au moins que ceux qui sont aux commandes puissent en tirer un revenu décent, raisonnable. Les fermes familiales en Europe représentent à peu près 70% de la production agricole. Et si les projections qui sont faites aujourd'hui se réalisent, cela veut dire qu'on passerait en Europe de 10 millions d'exploitations à seulement 4 millions, ce qui n'est pas évidemment souhaitable. Il vaut mieux quelquefois avoir plus de voisins que davantage d'hectares, pour reprendre une célèbre formule. Alors, les leviers de la régénération des sols. Ceux qui sont en général utilisés, et je me suis permis de reprendre un schéma de Omi qui nous accompagne aujourd'hui, figure supprimer le travail du sol, supprimer les produits et les pesticides de synthèse, implanter des couverts végétaux et introduire de la diversité végétale, ce qui sont réellement et effectivement des outils. Mais je veux ajouter dans cette introduction quelque chose de plus en disant tout cela c'est possible, mais cela présuppose qu'il y a des fonctions vitales dans les agrosystèmes qui vont prendre le relais. Si je supprime le travail du sol, il faut que je sois absolument certain qu'il y ait un certain nombre de mécanismes qui soient activés. Il faut que ce soit le sol lui-même par sa structure physique, j'entends par là les argiles, et je vais le redévelopper un tout petit peu plus tard, soit la microfaune et la macrofaune qui remplacent tout simplement la charrue. Donc, regardons ces quelques points clés qui sont essentiels. Premièrement, et ça c'est vraiment l'essentiel, c'est d'effectuer un diagnostic sur la physique du sol avant d'agir ou de ne pas agir. Le fait d'intervenir, de passer un sous-soleur, de passer une charrue ou de ne pas recourir à ces outils-là doit procéder réellement d'un diagnostic, d'un constat, puis d'une prise de décision. Ça ne doit pas faire partie d'un cahier des charges, comme je le vois quelquefois figurer dans certains indices qui posent comme, je dirais, préalable que si on utilise un outil, il y a quelque chose de contre-productif. Non, l'outil peut servir justement à remettre en ordre des sols. Ce que l'homme a défait, il peut être capable aussi de le refaire. Ça, c'est un point important. Et en conséquence de cela, et c'est l'une des fonctionnalités que l'on cherche justement à travers l'éventuel recours à un outil, c'est la verticalité du sol. Pourquoi la verticalité du sol? Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les horizons supérieurs doivent être reliés aux horizons sous-jacents et même jusqu'à la roche-mère, de manière à pouvoir emmener de l'oxygène, à emmener de l'eau. Ce sont les deux éléments qui sont essentiels. D'abord pour stocker l'eau, bien évidemment, mais aussi, grâce à la combinaison eau-oxygène, d'entretenir une microbiologie profonde. Il y a même des bactéries qu'on appelle des chimiolithotrophes qui sont capables de tirer toute leur énergie à partir des roches-mères, mais elles ont malgré tout besoin, en général, d'oxygène et d'eau. Et puis ça permet aussi aux racines d'aller en profondeur, ce qui va permettre bien évidemment à la fois de recycler, donc d'empêcher par exemple les nitrates d'aller dans les aquifères, et puis aussi de continuer à entretenir cette microbiologie parce que les racines justement
donne accès à des formes de vie qui ne voient jamais le jour, des exsudats, c'est-à-dire des sucres qui vont avoir été fabriqués par la photosynthèse et qui vont parvenir dans les horizons profonds. Juste un chiffre sur cette page-là, un sol ou un volume de sol qui ne reçoit pas de racines pendant 3 ans n'abrite plus aucune microfaune et macrofaune. Donc ça, c'est la première étape de la revitalisation. Il y a une deuxième étape qu'il faut absolument ne pas court-circuiter, c'est celle de faire un diagnostic sur les minéraux du sol. Ce que j'entends par les minéraux, ce sont ceux que l'on voit apparaître ici en bas à droite, ce sont tous les oligo-éléments et les éléments majeurs. Un sol n'en contient pas obligatoirement suffisamment. Il y a des sols qui sont naturellement plutôt pauvres, nous sommes parvenus à mettre en culture, mais ce que l'on appelle l'autofertilité peut emmener justement à des déboires. Je prends juste quelques exemples qui vont illustrer le sujet. C'est si je veux fixer de l'azote de l'air, j'ai besoin de molybdène. Sans molybdène, aucune enzyme, c'est-à-dire celle qui s'appelle la nitrogénase, ne nous permettra de fixer l'azote de l'air. Donc si on veut de la performance et de la robustesse, nous devons absolument nous assurer que le sol peut fonctionner à 100% de son potentiel. Le constat, c'est aussi celui-ci, c'est que l'activité biologique, elle est portée par ces deux grandes familles que sont les bactéries et les champignons. Leurs seuls outils sont des enzymes, pour la plupart des exoenzymes, c'est-à-dire qu'elles les produisent pour modifier leur propre environnement, et 75% des enzymes sont des métalloenzymes. Donc, ma conclusion, celle qu'on voit apparaître ici, c'est pas d'oligo, pas d'enzymes actives. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et puis enfin, je voulais souligner dans le peu de temps qui nous est imparti, mais nous parvenons malgré tout à tracer quand même les très grandes lignes, c'est ce point de vigilance. Il y a des sols qu'on peut appeler plutôt faciles, il y en a qui sont par contre soumis à des transitions plus longues, plus fragiles, et c'est toujours ce que je m'efforce de déterminer quand je fais des diagnostics, c'est que il y a des sols qui malheureusement ne peuvent pas bénéficier des deux principaux leviers de restructuration des sols, c'est-à-dire ceux au moins qui sont capables de permettre justement cette communication entre les horizons supérieurs et les horizons profonds. Ces deux leviers, je les nomme, ce sont d'abord les argiles qui ont une caractéristique particulière, c'est qu'elles peuvent se charger d'eau et donc gonfler, et dès qu'elles recèdent leur eau, eh ben, elles vont se rétracter, ce qui provoque des fissurations et donc la possibilité pour l'air, pour l'eau, pour les racines de se construire des passages. Et puis, le deuxième grand levier, ce sont les vers de terre qui vont creuser des galeries, qui vont faire des allers-retours sol profond, sol superficiel, relarguer, rejeter en surface leurs excréments, ce qu'on appelle les turicules de vers de terre. Eh bien, malheureusement, il y a des sols qui ne bénéficient ni de l'un ni de l'autre. Ce sont les sols qui sont sableux, les sables siliceux, hein, je nomme bien les sables siliceux, et spécialement les sables qui n'ont pas été roulés, c'est-à-dire qui ont encore des arêtes vives et qui sont donc agressifs pour les vers de terre. Dans ces situations-là, on ne trouve pas de vers de terre qui évoluent verticalement et donc qui jouent ce rôle de pont, de canaux de communication entre la surface et les roches-mères. Et puis, si on a évidemment ce croisement absence d'argile et absence de macrofaune, et ce sont les sols sableux, sablo-limoneux, quelquefois sablo-argileux, eh bien, dans ce cas-là, la transition peut être plus longue et nous sommes obligés d'attendre que certains mécanismes se remettent en place
que nous ayons des enracinements denses et profonds et que la structure soit suffisamment stable pour que les volumes qui ont été déterminés, arrangés, construits, quelquefois consolidés par les racines, ne soient pas détruits et deviennent en quelque sorte permanents. Donc ça ne veut pas dire que ces sols-là peuvent exiger systématiquement du travail du sol, mais la transition peut être un tout petit peu plus longue. Nous devons être vigilants sur ce point-là. Donc, dans le peu de temps qui nous était imparti, je voulais au moins partager ces 2-3 indicateurs, ces 2-3 lignes de conduite que nous devrions absolument respecter. Voilà. Voilà, Louis, pour l'essentiel de ce que je voulais partager dans le cadre de ce petit webinaire. Merci pour cet exposé. Du coup, ça permet de remettre à plat en fait les connaissances essentielles sur le sol de manière très scientifique, pratique et du coup de savoir par où on peut commencer. Tout à l'heure, Florian parlait de la première chose pas à faire, mais en tout cas, c'était sur la question de la compaction du sol, une des premières choses à regarder quand on a envie de s'intéresser un petit peu plus à son sol pour faire évoluer ses pratiques. J'imagine que tu es plutôt d'accord avec ça, enfin pas que, mais c'est une des premières choses. Oui, absolument. Quand donc nous ne nous étions pas concertés auparavant, mais quand j'ai entendu Florian dire oui, la première chose c'est la compaction, je suis totalement d'accord. Et je vais même apporter peut-être une petite contribution supplémentaire. Là d'abord, il ne faut surtout pas culpabiliser en utilisant un outil, de la ferraille, comme certains disent, d'un air dédaigneux. Non, il ne faut pas être dédaigneux. Je veux juste préciser cela. Je préfère, moi, utiliser le terme de décompacteur, de fissurateur, et non pas de décompacteur. Pardon pour ma propre confusion. Parce que, comme le mot fissurateur l'indique bien, on va permettre à de l'eau, à des racines, à de l'air d'aller beaucoup plus profondément, mais on ne va pas décompacter, c'est-à-dire on ne va pas redonner de la porosité. Seule la vie, dans une deuxième étape, remettra de la porosité dans les blocs qu'on va avoir formés. Après le passage d'un fissurateur, nous n'avons que des blocs. Donc ça, c'est une première étape, mais au moins qui va empêcher que nous ayons des nappes perchées, des phénomènes redox, du fer et de manganèse qui se trouvent réduits et qui peuvent finalement migrer un tout petit peu plus profondément et provoquer finalement des couches d'allios, carrément des couches d'allios, et donc ressouder entre eux les sables, les limons, les argiles, etc. Donc, fissurer pour permettre à nouveau des communications rapides entre la surface et les horizons profonds, oui, ça, c'est vraiment la première opération à effectuer. Florian, je vois souvent dans des photos de tes présentations, tu es dans une fosse. D'ailleurs, il y en avait une dans ta présentation tout à l'heure. Très concrètement, comment ça se passe? Pourquoi on fait cette fosse? J'imagine que c'est pour voir ces horizons comme Francis l'évoquait. Mais qu'est-ce qu'on regarde en particulier? En fait, on regarde un peu les 3 thématiques que vient de présenter Francis, c'est-à-dire qu'on s'intéresse d'abord à cette notion de verticalité du sol. Donc, est-ce qu'il y a des espaces de compaction, des transitions entre différents horizons qui sont plus ou moins compactés, ou là, qui ne sont pas tout à fait clairs, ou est-ce qu'il y a une bonne infiltration de l'eau, est-ce que les racines passent bien, est-ce que l'air circule bien? Donc ça, c'est un peu la première chose. On a aussi tout l'aspect biologique du sol. Donc je parlais des racines, mais du coup, quand on a une bêche, on voit les racines uniquement en surface. Là, de faire un profil de sol, ça permet vraiment de voir finalement l'espace du sol, le volume du sol. Est-ce qu'il est vraiment prospecté par les racines qui viennent d'en haut, ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui bloquent et qui ne leur permettent pas de descendre? Ce qui est dommage, parce que quand Francis parlait de la réserve utile,
quand on a un volume de sol qui est assez important, c'est dommage quand même que les racines de nos cultures descendent pas suffisamment profondément pour aller profiter de la fraîcheur qu'il peut y avoir dans les horizons les plus bas. Donc on regarde ça, on regarde évidemment l'activité biologique des lombrics. Alors leur type, le nombre de galeries, enfin voilà, l'intensité avec laquelle ils vont être moteurs de bioturbation dans le sol, leur nombre, leur diversité, etc. Donc ça nous donne tout un tas d'indications sur le type de nutrition à apporter au sol, que ce soit en couverts végétaux, en matière organique. Après, il y a quelques aspects très rapidement chimiques qu'on peut tester, notamment sur le calcaire actif. Voilà, pour donner aussi quelques indications sur des notions de chaulage ou pas. Voilà en quelques mots ce qu'on regarde. Francis, tu veux réagir à ça? J'abonde complètement dans ce que vient de dire Florian. J'ajouterais qu'en matière de diagnostic, le fait de faire un profil de sol permet d'estimer aussi quel est le potentiel qui a existé à un moment donné, parce que même s'il y a des galeries qui sont rebouchées, et même si elles sont rebouchées depuis un siècle, elles sont encore détectables parce que les matériaux qui les ont remplies ont en général une couleur différente. Et au couteau, ça va se décoller et puis on les fait réapparaître. Donc, ça permet aussi donc, de se fixer des objectifs qui soient réalistes, raisonnables. On ne peut pas dire, tu mets des couverts végétaux, tu vas forcément avoir des vers de terre en profondeur. Là, non. Par contre, si on sait qu'il y en a déjà eu, à ce moment-là, on peut se fixer comme objectif de faire en sorte de créer les conditions pour qu'ils y reviennent et qu'ils aient à peu près la même densité. Donc, ça sert à cela aussi. Par rapport à ton expérience, Francis, quand tu vas chez un agriculteur et qu'il faut démarrer une transition, on regarde les sols, etc., c'est aussi une posture différente parce que ça peut faire un petit peu peur d'une certaine manière de regarder dans ces sols et de se dire « Ah bah, il y a peut-être tout ce travail à faire ». Et j'aimerais bien te faire réagir sur cette remarque. Alors, c'est tout à fait vrai, mais il faut vraiment procéder étape par étape. Hein, si je parlais à des anglo-saxons, je dirais step by step. Il ne faut pas brûler les étapes. Et je vais volontairement prendre pour moi la fin de la chaîne. La pire des choses pour moi, ce serait de commencer à mettre le pied dans une agriculture bio-régénérative en se disant je vais remplacer mes produits de contrôle uniquement par du biocontrôle ou par quelques soupes naturelles, des préparations naturelles peu préoccupantes. Je trouve que ce n'est pas par cela qu'il faut commencer. Il faut vraiment justement commencer par regarder comment fonctionne le sol, les compactions, l'activité biologique, les minéraux, c'est-à-dire remettre en route, en ordre, donner les moyens à toute l'activité biologique, à la microfaune, à la macrofaune, les moyens de fonctionner. Je ne l'ai pas évoqué, mais par exemple, je regarde s'il y a suffisamment de sodium. Si je n'ai pas suffisamment de sodium dans un sol, comment voulez-vous que des vers de terre, des carabes, des vers amphitéides, des pseudo-scorpios fassent le job? Non, ils sont comme des veaux, des vaches, des moutons, etc. Et comme les humains, ils ont besoin d'un minimum de sodium. Donc, donnons déjà les outils pour que la vie se réinstalle. Et dans une deuxième étape, c'est toujours ce que je vais faire. Je dis, mais regarde, si sur la fin d'une rampe de 24 mètres, tu ne mets pas de fongicide, ou tu ne mets pas de raccourcisseur, ou tu en mets moins, qu'est-ce qu'il se passe? Mais il suffit de 2 à 3 saisons pour que la confiance s'installe et à ce moment-là que les étapes suivantes commencent à se franchir, on va dire le cœur un peu plus léger. Donc pour moi, il faut qu'il y ait cette gradation-là et quand un sol fonctionne, ça je peux vous l'assurer, 80% des problématiques aériennes sont déjà résolues. Donc, voilà je dirais la manière de rassurer ceux qui peuvent écouter peut-être ce webinaire ou qui s'apprêtent à se lancer dans une initiative qui pourrait leur paraître un peu aventureuse. Florian, souvent tu utilises le terme, on fait des diagnostics sol, plante, paysage. Mais du coup, le premier, c'est le sol, mais après, ça va, on s'en occupe
on va dire, par échelle, si je puis dire. C'est très bien, je rebondis aisément du coup sur Francis. Le point de départ, c'est évidemment le sol, parce que sans sol, on n'a pas des plantes en bonne santé. C'est vraiment un peu des poupées russes, c'est-à-dire que hop, une fois qu'on a ouvert le sol, on peut aller voir comment se porte la plante, donc poser un diagnostic sur la plante et puis ensuite poser un diagnostic sur le paysage. C'est vrai. Et on peut poser des diagnostics vraiment sur chacune de chacun de ces niveaux-là pour aller petit à petit vers la biorégénération au sens large du terme. Merci. Francis, quel est le message clé pour aller vers cette transition, s'occuper des sols, vers l'agroécologie? Question à la fois difficile, mais ce que je veux surtout faire passer comme message, c'est celui-ci. D'abord, ce qu'on appelle l'agriculture biorégénérative, ce n'est pas une découverte. C'est simplement renouer avec des savoir-faire ancestraux. Donc, n'ayez pas peur, ça a déjà existé. C'est déjà ça que je veux dire. Et puis la deuxième chose, non seulement il ne faut pas avoir peur, mais ce n'est pas une option. C'est-à-dire que l'humanité n'aura pas à choisir entre le faire ou ne pas le faire. Si nous voulons être encore là, si on veut encore avoir des descendants dans un siècle, dans 2 siècles, dans 5 siècles, il est certain que ça ne pourra pas faire l'économie, l'humanité ne pourra pas faire l'économie d'une agriculture biorégénérative. Parce qu'on va être contraint, réellement contraint, de s'appuyer sur le vivant. Et seul le vivant apporte de la robustesse. Jusqu'alors, on a tout misé sur la performance, et la performance s'est faite finalement au détriment du capital qui était sous nos pieds. On a réellement brûlé les bijoux de famille, on a vendu les bijoux de famille. Maintenant, il faut que nous reconstruisions et que nous vivions réellement sur l'efficacité du sol pour que ça produise du rendement. Et on ne s'est pas suffisamment préoccupé, y compris à travers tous les essais officiels, etc., d'où venait le rendement que nous en tirions. C'est-à-dire que si je minéralise de l'humus, effectivement, ça peut se traduire par du rendement. Mais ça s'appelle juste de l'extraction, de mining industry, mining farming. Hein, c'est de l'industrie, c'est de l'exploitation, c'est de l'agriculture extractive. Et donc, on n'aura évidemment pas le choix. Donc, faites-le parce que de gré, de force, par la législation, etc., c'est ce qui vous attend demain, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Mais de toute façon, ça s'imposera à vous. Donc, un mouvement, il est bien mieux supporté quand on l'initie soi-même. J'ai plus qu'à vous remercier, messieurs, pour à la fois votre clarté, votre pédagogie et puis votre engagement, parce que c'est un message très fort et qui, j'espère, va résonner. Merci à tous les deux. Et puis, on va clôturer notre webinaire avec Kevin d'EcoFarm. Du coup, on va voir un peu ce qui va se passer pendant ces prochains ce programme de webinaire, prochaines étapes. Bonjour à tous. Du cours en ligne et terrain 100% pratique. Comme en fait, ils avaient été un peu présentés par les marques là sur l'intervention et puis par Florian précédemment, l'idée c'est vraiment de proposer un programme qui soit le plus actionnable possible, sur un format un peu innovant où on va mêler justement du digital et du terrain pour essayer du coup de donner un maximum de billes du coup à un maximum d'agriculteurs. Donc aujourd'hui on a participé du coup à ce premier webinaire sur justement découvrir et comprendre ce qu'est l'agriculture régénérative et même du coup biorégénérative, parce que c'est le point commun des marques et sûrement des agriculteurs présents ici aujourd'hui et sûrement derrière en replay. L'idée derrière, on va évoluer sur d'autres éléments, on va dire, pour venir enrichir cette compréhension des différents enjeux et leviers à activer. Donc le webinaire 2
il sera avant tout axé sur un retour d'expérience d'agriculteurs à des agriculteurs. Donc, en fonction justement des inscrits sur le programme, et d'ailleurs, on invite les agriculteurs présents aujourd'hui à en parler autour d'eux, à inviter un maximum de personnes de leur entourage à venir participer au programme. On fera du coup un retour d'expérience en fonction des filières qui auront été des filières inscrites, on va dire, sur le programme. Proposer un retour d'expérience d'un agriculteur avancé sur ces sujets pour présenter un petit peu sa ferme, la démarche de transition qu'il a mise en place, quels sont les freins, les problématiques, les leviers qu'il a réussi ou elle a réussi à mettre en œuvre du coup sur sa ferme pour avancer dans cette transition bio-régénérative. Et puis on finira par une dernière étape, par une petite présentation d'un outil, donc Cléval Regen Flash d'EcoFarms qu'on a développé. Donc comme le présentait tout à l'heure Florian, du coup une démarche de régénération, c'est régénérer des problématiques, des éléments en tout cas. Et donc on a développé un petit outil rapide où en une demi-heure on va être capable du coup d'évaluer où est-ce qu'on est une ferme sur ces différentes composants de la régénération, donc environnementale, sociale, économique, pour que sur le webinaire 3, on puisse mettre en commun finalement ces résultats-là, essayer de mettre en avant du coup des problématiques, faire ce diagnostic un peu collectif de quelles sont les problématiques communes partagées par les différentes fermes présentes, pour que derrière, on ait un parcours personnalisé en sous-salle avec à chaque fois une problématique adressée et une solution, en tout cas des pistes de solutions pour essayer de ressortir en tout cas des bonnes pratiques pour essayer de résoudre ces problématiques qui sont actuellement du coup présentes sur les fermes. On vous présentera du coup un petit peu à la suite la démarche EcoFarms, comment est-ce que nous, chez EcoFarms en tout cas, on accompagne les exploitants du coup dans cette transition, avec cette idée vraiment toujours de simplifier, de sécuriser et de tirer un maximum de bénéfices de cette transition. Et sur une quatrième étape, ce sera une journée terrain, donc c'était bien avant aujourd'hui par Florian et Francis, avec cette idée justement la pierre angulaire, on va dire, d'une démarche de transition bio-régénérative ou même régénérative plus généralement réussie, c'est cette partie, on va dire, de diagnostic du sol. Et donc finalement apprendre à faire ce que c'est un bon diagnostic de sol et essayer de construire derrière des itinéraires techniques qui soient les plus efficaces possibles suite aux problématiques qu'on aura identifiées sur les sols étudiés. Donc là, pareil, ça sera une journée terrain qui sera à caler en fonction des participants présents, qu'on fera a priori plutôt dans le sud-est, dans la région d'Avignon. Et puis on choisira un certain nombre de productions en fonction des agriculteurs présents. A priori, vu les nombres qu'on a aujourd'hui, on sera sur à minima 2 ou 3 filières, donc femmes et viticulture, et puis sûrement peut-être maraîchage, etc. On verra en fonction des agriculteurs présents. Et enfin, du coup, une dernière étape qui sera plutôt là lors de on aura un maximum d'éléments, on va dire, pour se lancer. Donc là, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir se projeter sur la prochaine année et sur peut-être les prochaines années, où on présentera justement les résultats d'un accompagnement qu'on a eu chez EcoFarms avec un agriculteur pilote, une agricultrice pilote pour chacune des marques ici présentes. Pour les agriculteurs qui sont en indépendant, qui se sont inscrits ici aujourd'hui, on fera sûrement aussi une sous-salle pour présenter un peu la démarche et des résultats de ce que l'on peut en retirer, en tout cas sur une démarche de transition et de diagnostic réussi. Et l'idée sera derrière de co-construire entre agriculteurs et les marques, du coup, quelles actions on va pouvoir prendre en collectif, comment est-ce que les marques vont pouvoir aider les agriculteurs et agricultrices à s'engager, à mettre en œuvre ce qu'on aura appris du coup pendant ce programme-ci. Pour résumer la prochaine étape, donc là, on va rentrer dans le temps de travail, on va dire, enfin, un peu plus concrètement avec ces diagnostics. Ouais, tout à fait. On va du coup attendre le webinaire 2 qui aura lieu dans 2 ou 3 semaines. Il faudra encore caler la date exacte. Mais en effet, on va rentrer sur un temps plus personnalisé. On va dire aujourd'hui, c'est un peu les grandes lignes. Donc, on ait cette même base commune du coup de compréhension des enjeux et on va dire l'ambition qu'on veut porter. Et ensuite, en effet, on va rentrer sur quelque chose de beaucoup plus personnalisé en fonction des fermes, des problématiques, etc. pour en effet poser les bons diagnostics et proposer du coup les bonnes solutions pour répondre à ces problématiques. Eh ben, écoute, Kevin, merci pour ces précisions. Et je vais vous proposer de clôturer ce premier webinaire qui annonce une belle série. En tout cas, j'étais très content de l'animer parce que ça permet d'avoir une bonne approche à la fois stratégique, pratique, des choses à faire, et puis voir cet engagement des marques dans des programmes très concrets finalement. C'est ça que je retiens. Écoutez, je vous remercie tous d'être intervenus, et puis pour l'ensemble du public présent aujourd'hui.
Et on se donne rendez-vous bientôt en suivant l'aventure des itinéraires bio-régénératifs. Donc, on va vous envoyer tout ce qu'il faut et suivre bien l'ensemble des marques et Ecofarm. Bonne fin de journée. Au revoir.